Bonjour Laurent Dussolier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général du groupe Audalis qu'on va présenter pour commencer. Plusieurs métiers avec quoi? L'hébergement en point commun, on peut dire ça? Oui, l'hébergement et puis surtout le tourisme qui est notre métier d'origine avec plus de 200 résidences qu'on gère en direct ou en indirect, des campings et puis de la diversification dans toute une série d'autres hébergements que ce soit les résidences étudiantes, les hôtels de centre-ville et même des résidences seniors plus récemment. Donc un panel assez large et diversifié. Oui, le tourisme, c'est vraiment la base historique et la base en termes de business, c'est la partie la plus importante de votre business. Ça reste encore le business le plus important, pas celui qui est en le plus fort développement, mais celui qui est le cœur de notre activité encore aujourd'hui. Depuis combien de temps Audalis fait du tourisme et la question qui va avec, c'est depuis quand les enjeux finalement environnementaux prennent de plus en plus de place? Alors c'est un groupe qui a un peu plus de 20 ans et qui a toujours été, par sa position dans le tourisme, je pense que quand on est dans le tourisme en France et dans les paysages dans lesquels nos collaborateurs travaillent, je pense qu'on a une sensibilité. Il faut être très honnête, je pense que tout ce sujet de la RSE, de l'écologie, de l'environnement, c'est quand même quelque chose qui s'est accéléré ces 5, 6, 7, 8, 10 dernières années maximum. Et donc voilà, qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations et de nos collaborateurs. Et donc vous êtes une filiale du groupe Duval, c'est ça? Exactement. Duval, c'est un acteur français de l'immobilier? De l'immobilier, mais de la microfinance également, de l'assurance avec une présence dans plusieurs pays du monde, donc un groupe très diversifié également. Un groupe diversifié. Alors on va rentrer dans le détail de la politique RSE du groupe Audalis. Peut-être pour démarrer, alors en étant encore malheureusement en plein dans cette actualité de la sobriété énergétique, comment vous avez accueilli et mis en œuvre finalement les recommandations du gouvernement ? Alors sur la sobriété énergétique, il y a plusieurs sujets. Je pense que d'abord on a des collaborateurs qui sont totalement, je dirais, sensibilisés à ce sujet. On a une population qui est assez jeune finalement, et donc c'est des gens, il faut quand même reconnaître, une population qui est très sensible. Donc la sobriété énergétique, au travers des gestes du quotidien, que ce soit dans nos bureaux, mais également, parce que c'est là qu'est le cœur de notre activité, dans nos résidences, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre en termes de comportement. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on accueille en fait des touristes tous les samedis ou tous les jours. Il y a des nouvelles arrivées. Et c'est vrai qu'on a, suivant les populations, suivant les origines, suivant les âges, on peut avoir des comportements plus ou moins respectueux de ces gestes du quotidien. Et donc voilà, le but de nos équipes, c'est de communiquer, d'éduquer et de faire appliquer ces comportements du quotidien. Quand vous êtes à la montagne et qu'on voit des gens qui ouvrent les fenêtres avec les chauffages à fond, je veux dire, il y a quand même... Donc il y a l'importance de la pédagogie pour vos clients, mais j'ai vu que l'objectif que vous étiez donné, c'était 10% de réduction de la consommation énergétique à horizon 2 ans. Est-ce que la pédagogie suffit? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez raison, il y a la sobriété énergétique au travers des gestes du quotidien dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines, et puis après, il y a les trajectoires, je dirais plus court terme, moyen terme, long terme. Et là, si vous voulez, on a deux sujets. Le premier, il y a une loi qui s'appelle le décret tertiaire, qui nous oblige, sans rentrer dans les détails juridiques, qui nous oblige à réduire et avoir une trajectoire de réduction à 2030, 40 et 2050. Donc, vraiment sur la structure même des bâtiments, la structure même de leurs isolations. Nous, on a un peu cette chance aujourd'hui d'avoir, parce qu'on a par rapport à toute une série d'autres hébergements, notamment à la montagne, des bâtiments qui sont plus neufs, qui ont été plus rénovés, parce qu'on a peut-être un peu plus les moyens. On a déjà aujourd'hui atteint l'objectif de 2030. Donc notre objectif, c'est de continuer à avoir presque une dizaine d'années d'avance et de commencer à mettre en place les mesures qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif de 2040 et l'objectif de 2050. Alors la difficulté pour nous, c'est qu'on est sur du bâti, donc forcément c'est des investissements importants. Et une autre caractéristique de notre entreprise, c'est qu'on n'est pas propriétaire de notre bâti. Ce sont des foncières, des institutionnels ou même des particuliers qui possèdent ces appartements qu'on exploite. Donc on a tout un jeu qui est un peu compliqué. Il faut les convaincre. Voilà, il faut les convaincre de mettre la main au portefeuille quand même un petit peu. Ce sont quoi, des investissements partagés dans ces cas-là? Comment ça se passe? Ou c'est uniquement la foncière, finalement le propriétaire qui investit? Ça dépend un petit peu. C'est-à-dire normalement au niveau de la loi, c'est le bâti, donc c'est le propriétaire. On a quand même nous intérêt à ce qu'il y ait quand même une évolution qui se fasse. Tout ça se discute, mais il faut quand même reconnaître c'est plutôt le propriétaire qui a l'obligation de procéder aux
investissements. Oui, donc là, il y a un travail pour convaincre, on va dire, les propriétaires de ces lieux. Vous avez fait un bilan carbone parce que pour se donner une trajectoire, il faut savoir d'où on part, donc vous en êtes où par rapport à ça? Alors, on a fait un premier bilan carbone il y a 2 ans et un autre l'année dernière. On s'est donné comme objectif d'en faire un chaque année. Oui. Et celui de l'année dernière, il couvrait les 3 niveaux du bilan carbone jusqu'à le niveau 3 qui regarde l'ensemble de l'activité. Le scope 3 voilà, avec le scope ses 3. clients, ses partenaires. Voilà. Donc on a fait ça. Ça a été une vraie surprise pour nous. Aujourd'hui, on a une empreinte carbone qui, alors je ne sais pas si elle est... je dirais importante ou pas, c'est compliqué, il y a peu de bench aujourd'hui. Oui, c'est dur ce qui nous a vraiment frappé, c'est que 2/3 de l'émission carbone, scope 3, elle vient en fait des trajets de nos clients, de chez nous, enfin de chez eux jusqu'à chez nous. Ouais. Donc évidemment qu'on est en train de réfléchir à comment on peut réduire la part. Alors l'avion, c'est pas tellement chez nous parce qu'on a un peu cette chance d'être dans du, comment je veux dire, c'est pas du franco-français, mais c'est des touristes qui viennent en France, principalement en voiture, de pays limitrophes. Donc voilà. Mais il faudrait pouvoir trouver des mesures, des projets pour pouvoir les inciter à venir plutôt en train que de venir en voiture. Mais c'est vrai que quand vous avez des gens qui traversent l'Europe pour venir skier tous les samedis et qui repartent le samedi d'après, le bilan carbone et l'impact carbone de ces déplacements, il est majeur. Ouais, donc c'est quoi? Trouver des systèmes un peu incitatifs pour que presque la location soit plus avantageuse si on vient en train? Enfin, vous réfléchissez, vous allez jusque-là, vous réfléchissez? Oui, on réfléchit. Alors, moi, je pense qu'il faut avoir... il ne faut pas rêver, il faut aussi être un peu réaliste. Bien sûr. Aujourd'hui, on a eu des discussions avec des acteurs du ferroviaire, donc il n'y en a pas 50 en France, pour réfléchir à comment on peut inciter les clients à venir plus tôt en vacances par ces moyens-là. Mais ça dépasse un peu notre impact, parce qu'on peut faire quelques réductions, quelques économies, mais une fois que vous arrivez à la gare en bas des stations, je parle beaucoup du ski, parce que d'abord on en sort de la saison, et puis en plus c'est quelque chose qui marque plus les esprits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les connexions ensuite entre l'arrivée à la gare, la montée en station, la redescente avec beaucoup de bagages, ou même dans les zones de tourisme à la campagne ou éloignées des centres touristiques, c'est quand même assez complexe pour des gens. Moi je suis belge, donc depuis toujours on vient en voiture en France, en vacances. On n'imaginait pas comment on pourrait partir de Bruxelles et aller au ski ou aller à la Côte d'Azur sans prendre sa voiture. Donc je pense qu'il y a un changement de mentalité d'abord, et puis il y a un besoin de mettre en place des transports un peu différents. Ouais. Si on rentre un peu là, alors on n'est plus dans le scope 3, mais dans ce que vous pouvez faire, par exemple, moi je vais penser, puisqu'on est dans le tourisme, dans l'hôtelier, aux emballages plastiques. Vous êtes en train les plastiques à usage unique, vous êtes en train de les chasser, il y a toujours des bouteilles en plastique. Comment vous êtes sur quelle trajectoire là-dessus? Alors nous, on a déjà beaucoup travaillé là-dessus, on a beaucoup réduit, donc aujourd'hui on en a presque plus, et on a, je dirais, par rapport à d'autres de nos petits camarades dans l'hôtellerie, nous il faut rappeler le modèle, c'est un modèle de résidence. Donc c'est-à-dire que vous arrivez le samedi avec votre famille, vous prenez les clés d'un appartement avec sa propre cuisine, etc. Et vous les rendez le samedi d'après. C'est le cœur de notre métier. Donc aujourd'hui, on a peu de restauration, on achète peu à l'extérieur, on a peu d'emballage en fait finalement. Donc on est aussi dans l'univers hôtelier, avec les résidences de tourisme, un produit, si vous voulez, qui consomme déjà beaucoup moins intrinsèquement. C'est vrai dans les campings aussi, ça? Alors, oui, dans les campings, peut-être un peu moins, parce que c'est vrai qu'il reste un petit peu de restauration, mais on a toute une trajectoire qui est en train d'être menée. Alors, il faut reconnaître que dans nos campings, on a pas mal de franchisés, et qui ont, et c'est d'ailleurs ce qui a fait leur projet de vie pour reprendre un camping, une sensibilité à la nature, au respect de la nature, qui est ancrée chez ces personnes-là depuis très 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 longtemps. Donc il y a des réflexes, il y a, je dirais, toutes des mesures qui ont été prises. Je nous considère, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je nous considère comme plutôt assez respectueux et avec déjà pas mal d'éléments qui sont en place. Alors on va essayer de rentrer dans le détail, et notamment de s'appuyer sur ce rachat de Flower Camping, c'était en juin dernier, c'est exactement. Ça? Déjà, pourquoi le choix stratégique de croissance externe? Puis ensuite on entrera un peu dans le détail de comment ça marche un camping et comment on peut-être réduire son bilan énergétique, son bilan en eau, etc. Pourquoi le rachat d'abord? Alors pourquoi le rachat? C'est parce que le domaine du camping en fait est un des secteurs du tourisme qui progresse le plus et qui est très utilisé par nos clientèles historiques. Donc ce sont des gens qui de temps en temps vont au camping, de temps en temps vont en résidence, voilà. Donc c'était assez logique d'aller dans cette direction-là. Flower, d'abord c'est une des plus belles marques de France. Et puis surtout il y a un modèle qui nous a beaucoup plu et notamment qui fait le lien avec votre question, c'est que ce sont des franchisés dans la majeure partie des cas. Donc ce sont des gens
qui possèdent leur camping, qui sont chez eux, qui sont propriétaires. Donc nous, on les aide à commercialiser leur camping. Mais au fond, aujourd'hui, le camping, c'est quand même l'endroit où on passe des vacances en étant au plus proche de la nature. Donc on est très en lien avec... et avec des clientèles qui sont sensibilisées à ces sujets-là. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y avait une évidence, et on voit d'ailleurs par l'évolution de cet attrait pour le camping de la population française, mais pas que, notamment du reste de l'Europe, ça nous semblait très naturel d'aller dans ce business-là. Mais alors, moi je pense à l'eau, par exemple. On sort d'un été de sécheresse, on va sans doute en avoir un autre. Il y a eu ce mois de février record. Les nappes phréatiques sont peut-être un peu en train de se remplir en ce moment, mais bref, on sait qu'on se dirige vers finalement des étés similaires à celui qu'on a vécu l'été dernier, qui deviendront la norme. Comment vous intégrez cette nouvelle donne à la gestion de l'eau de vos campings ? Alors, de plusieurs manières. Nous, on a refusé d'aller dans les très très grandes chaînes de camping où vous avez des énormes toboggans avec des gros espaces aquatiques. C'est pas du tout notre concept. Donc nous, on a dans les campings, soit on est proche d'une rivière, ce qui est le cas, soit de la mer. Il y a toujours une piscine, parce que c'est compliqué d'avoir un camping sans une piscine. Donc nous, la gestion de l'eau, elle est à plusieurs niveaux. C'est les espaces aquatiques, mais qui sont quand même très limités. Et puis dans le non-fleur, vous avez bien imaginé que c'est les fleurs, donc c'est forcément une chaîne qui est très verte en fait, donc à la fois proche de la nature, mais en même temps des besoins en eau qui sont importants. Donc on est en train de réfléchir aujourd'hui à nos consommations pour je dirais, verdir en fait ces espaces pendant l'été, et puis de réfléchir à long terme sur les espèces qu'on a, d'avoir des espèces beaucoup plus endémiques. Quand on est dans le sud, il y a des espèces qui existent autour des cactus, autour de toutes ces séries de plantes qui permettent d'avoir une consommation d'eau beaucoup plus réduite. Donc ça, c'est des impacts relativement long terme, enfin moyen terme, je dirais, plutôt que long terme. Donc on réfléchit jusqu'à quel type de fleurs on va mettre, quel type d'arbres, et puis aussi la sensibilisation de nos clients à cet usage de l'eau au quotidien. C'est la période, j'imagine, le recrutement des saisonniers, c'est toujours aussi compliqué aujourd'hui ? Écoutez, non. Moi, je pense qu'on a déjà fait une saison d'hiver dans nos résidences et une saison d'été l'été dernier qui s'est très 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 bien passée. Alors, je pense que les gens les saisonniers sont en train de revenir en fait sur ces métiers-là, parce que on leur a dit le métier est dur. Oui, le métier est dur. Ce sont des métiers avec des horaires qui sont parfois compliqués, mais qui ont des possibilités de progresser dans le métier pour des gens qui ont parfois pas fait d'études ou qui en ont fait, qui peuvent passer de je commence à la réception et puis après je peux être patron d'une équipe de 20, 30, 40 personnes. Donc voilà, donc c'est à la fois des métiers qui développent et puis surtout, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions, des gens qui ont quitté ces métiers-là. Comme moi j'en ai entendu, qui m'ont dit je vais quand même aller faire un autre métier, je vais aller faire de l'emballage dans les entrepôts Amazon, ça va être super. Et quand vous voyez que vous êtes obligé de lever la main pour aller faire pipi, vous dites finalement on était pas mal là, dans nos résidences, vue sur la montagne. Voilà. C'est passé quand même par une prise de conscience du secteur CHR, café, hôtellerie, restauration, notamment en termes de rémunération. Il y a eu une augmentation assez forte. Oui. C'était quoi ? C'était un rattrapage ? Le rattrapage n'avait pas été fait auparavant ? Comment vous l'expliquez ça ? Alors, je ne sais pas si on dit rattrapage, je pense qu'il y avait un équilibre qui existait avant entre les demandes, je dirais les caractéristiques de ces métiers-là, et puis au travers du Covid et de toute cette crise, il y a toute une série d'équilibres qui se sont retrouvés, que ce soit dans nos métiers du CHR, mais dans d'autres également. Il y a eu des demandes des collaborateurs, à la fois, parce qu'on a beaucoup parlé de la rémunération. Nous, on a beaucoup travaillé sur une série d'autres choses. Je prends un seul exemple. Avant, c'était impossible pour un saisonnier de prendre des vacances. Parce que, tu commences du juin à septembre, t'es là. Et aujourd'hui, on peut accorder, nous, parfois, une semaine, 2 semaines. Ils disent, mais c'est pas parce que je bosse dans l'hôtellerie que je peux pas partir avec mes potes qui sont pas dans l'hôtellerie au mois d'août. Donc, c'est pas que la rémunération, c'est aussi de leur offrir une série de droits, une série de choses que certains de leurs amis, de leur famille ont. Donc, c'est un ensemble sur lequel on a travaillé. Je voudrais qu'on parle du pilier solidarité dans cette politique RSE d'Odalis, notamment avec ce partenariat avec la Fédération nationale Solidarité Femmes. De quoi il s'agit ? Alors ça, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur, parce qu'on a presque 2 tiers de nos collaborateurs
acteurs qui sont des femmes. Et je me suis réveillé un jour en entendant Marlène Schiappa à la radio en plein Covid en disant on va réoffrir 1000 places pour accueillir des femmes victimes de violences conjugales en plein milieu de cette crise où on en parlait beaucoup. Et pour ensuite entendre une association, justement celle-là, qui nous disait oui, c'est intéressant, mais enfin les 1000 premières, on les a jamais vues. Donc on s'est levé le matin, on s'est dit les 1000, on va les offrir. Voilà, donc on n'est pas arrivé à 1000, parce que voilà, ça a été un peu compliqué d'emmener tout le monde. Mais on s'est dit, nous, on a en fait des hébergements qui ne sont pas occupés l'ensemble de l'année. Et donc, pourquoi ne pas les donner à disposition de ces associations de manière totalement gratuite, donc il n'y a absolument aucun coût, pour accueillir ces familles. Donc aujourd'hui, c'est plus de 20 000 nuitées qui ont été offertes. Donc c'est pas de l'hébergement d'urgence, que ça c'est un vrai métier d'accueillir des femmes qu'on sort du jour au lendemain d'une situation complexe, c'est vraiment quand elles se reconstruisent. Et nous, ce qu'on a voulu offrir, plutôt que des hôtels dans lesquels elles étaient hébergées, parfois de manière difficile avec leurs enfants, ce sont chaque fois chez nous des appartements avec une salle de bain, avec une cuisine. Et donc, quand vous êtes avec des gamins, en fait, vous reconstruisez le rituel du petit déjeuner, le rituel du goûter quand on rentre de l'école. Et puis, comme on les accueille aussi dans des résidences étudiantes chez nous, où il y a des petits appartements, on crée, en fait, on peut leur offrir un job aussi. On peut leur offrir, en fait, du soutien scolaire à leurs enfants, où il y a des étudiants qui se donnent volontaires. On a essayé de recréer une espèce d'écosystème complet dans lequel on recrée, en fait, le retour à la vie normale. C'est disponible un peu partout en France. Ça dépend des associations partenaires. Oui, il y a plus de 70 associations qui sont regroupées autour de cette grosse association. Donc nous, on offre, on a toute une série de résidences, principalement en France, dans l'ensemble de nos villes. Alors évidemment, ça dépend un petit peu là où il y a des besoins, donc ils sont surtout concentrés dans les grandes villes. Et puis elles font appel à nous, et puis suivant la disponibilité qu'on a, on en donne. On a toujours réservé quelques-uns. Et moi, j'appelle tous mes petits collègues à participer, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas assez de stock, et donc on a du mal à répondre positivement à tous les besoins de ces associations. Donc venez, et puis surtout venez gratuitement. Oui, effectivement, là, c'est une démarche ultra importante. Je voudrais qu'on parle un peu qu'on revienne à la question de l'hôtellerie avec cet hôtel 5 étoiles qui est à l'Alpe d'Huez. Oui. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est l'éco-conception. Quand on parle d'éco-conception, ça veut dire quoi concrètement, quand on se lance dans un projet comme celui-là ? Alors, c'est toujours un peu compliqué, parce que nous, on n'est pas le constructeur, ni même le promoteur. Donc, nous, on reçoit un bâtiment à un moment qu'on va exploiter pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et donc, le rôle qu'on doit avoir, nous, c'est un rôle en amont. On a un cahier des charges qui... Et je reconnais, quand moi je suis arrivé dans l'entreprise il y a 8 ans, le cahier des charges, il était sur taille des cuisines, couleur du mobilier, voilà. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a à la fois sur la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, c'est-à-dire quel type de système de chauffage on va avoir, l'isolation, on commence à avoir, on a maintenant un cahier des charges beaucoup plus complet là-dessus. Donc, il y a effectivement parfois des impératifs des communes, parfois plus, parfois moins, mais nous on essaie toujours d'avoir notre impact également, pour deux raisons. D'abord parce que si on a des règles qui vont s'imposer à nous aujourd'hui ou demain, on a intérêt à être préparé par la conception qui en tient compte dès le début. Et puis ça a un impact aussi sur nos économies. Aujourd'hui, on voit l'impact qu'il y a eu quand vous avez des résidences à la montagne, quand vous avez le prix de l'énergie qui double. Le fait que le bâtiment a été bien conçu au départ, ça va avoir un impact aussi simplement sur la rentabilité de votre établissement. D'une manière générale, on a beaucoup parlé de ski et de ce tourisme-là, mais est-ce que le réchauffement climatique, est-ce que vous vous dites ça met en péril le modèle économique de certaines stations de ski ? Est-ce que ça vaut le coup d'y investir encore ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien, c'est une question qu'on se pose tous les jours, qui est une vraie question stratégique. Alors, je pense qu'il y a le temps court et le temps très long. Donc aujourd'hui, je pense que plus personne peut dire qu'il n'y aura pas un impact sur ce business-là. Je pense que ça, c'est la seule chose qui est certaine. La question, c'est que si on regarde des statistiques un peu longues, ou même comme cette année-ci, ce qu'on voit, c'est que le niveau d'enneigement, il ne baisse pas finalement de manière structurelle sur les stations qui sont au-dessus d'une certaine altitude. C'est vrai que celles qui sont en dessous, il faut bien reconnaître que ça devient de plus en plus compliqué. Donc la vraie question qu'on a à gérer, c'est que parfois la saison, elle commence difficilement. Là, on voit, il y a de la neige qui est tombée, il y a une fin de saison qu'on n'attendait pas, qui finalement reste bonne. Donc la vraie difficulté, c'est de gérer de la neige qui tombe à des moments très différents et pas toujours au moment où on a un touriste. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que la montagne reste quand même un écosystème dans lequel il va trouver la place du ski, qui va être différente demain. Et puis surtout la place de l'été. Moi, je pense que je vois quelque chose qui est vraiment fondamental. Aujourd'hui, la montagne, c'est l'endroit le plus frais pour passer les vacances d'été.
encore aujourd'hui le moins cher et avec plein d'activités à faire. Donc je pense que tout cet équilibre à retrouver entre les sports d'hiver, les sports d'été, il va falloir se reposer la question et c'est les sujets sur lesquels on est pour l'instant. On n'a pas du tout parlé, et on va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus de 3 minutes, sur effectivement le marché de l'hébergement, soit pour les étudiants, soit pour les seniors. Ça représente quoi? C'est combien de résidences en France, par exemple, pour les étudiants? Alors, sur les étudiantes, on a un peu plus de 30 résidences qu'on gère aujourd'hui dans notre portefeuille, avec un développement très fort. On en a plus d'une vingtaine qu'on va ouvrir dans les 5 prochaines années en France et en Europe. Il y a un besoin énorme, c'est-à-dire que c'est un des marchés dans lequel il y a le plus d'écart entre la demande et l'offre. Il y a de plus en plus d'étudiants, des étudiants qui sortent des appartements classiques, souvent des appartements classiques qui sont en fait, on vient d'ouvrir une résidence à Lisbonne et on voit que les propriétaires ils hésitent entre donner à un étudiant ou mettre en Airbnb, donc on a de l'étudiant qui se retrouve un peu à la rue et donc il y a besoin et je pense que c'est le rôle aussi des collectivités et le rôle du gouvernement de nous aider à ouvrir ces résidences. Avec, j'ai vu un programme de lutte contre l'isolement des étudiants, de quoi il s'agit? Oui, on essaye en fait, on se rend compte que au travers, c'est une génération qui sort du Covid, qui, on le voit en fait, qui est de plus en plus isolée, qui se retrouve seule, qui sort un peu moins. Moi j'ai une fille, je vois qu'elle sort beaucoup moins qu'avant. Alors elle a plein de possibilités de sortir, elle sort pas. Je lui dis mais vas-y. Donc non, mais au-delà de ça, je pense qu'on essaie en fait de faire attention à reconnecter les étudiants entre eux, à leur permettre de se reconnecter à leur environnement. Et on a eu des cas dans nos résidences d'isolement. Et ça nous a fait prendre conscience qu'il fallait travailler là-dessus. Et avec, je reste sur les étudiants, un programme de bénévolat, donc des étudiants qui peuvent aider les enfants en difficulté, c'est ça? C'est-à-dire que vous proposez... C'est quoi? Est-ce que c'est une génération que vous sentez peut-être plus engagée que la précédente ou différemment engagée? Comment vous le ressentez? Différemment, alors c'est marrant parce qu'ils sont tous très sensibles à plein de sujets dont on vient de parler. Et quand on leur demande d'y aller, il y a une petite frange. Moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'ils soient beaucoup plus engagés dans le concret que nous, on l'était. Mais on a la chance d'avoir, quand on a nos résidences, vous avez une centaine d'étudiants qui sont dans un quartier. Et il y en a toujours 15-20, c'est beaucoup. Alors ça fait que 15-20, je trouve que c'est pas beaucoup sur les 100, mais vous en avez 15-20 qui se proposent pour donner de l'accompagnement scolaire. Donc on est avec des associations, et plutôt que de faire un petit coup comme ça, ils accompagnent un élève pendant toute l'année, 1 heure, 2 heures, 2 fois 1 heure par semaine, pour l'aider à passer ce cap. Moi je trouve ça génial, parce que ça coûte à personne, ça aide tout le monde, et puis nous on fait juste que mettre en relation, après on laisse se dérouler. Merci beaucoup, merci Laurent Dussolier, à bientôt sur Bismart. On reste dans l'univers du voyage avec des bagages éco-conçus, c'est parti.